Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle présentation. Aujourd'hui, on parle puissance critique. On va faire un petit morceau de théorie, des questions-réponses et regarder un petit cas d'étude de manière appliquée pour essayer de transmettre un maximum d'informations pertinentes et aussi pas faire trop long sur le côté théorique. Donc, pour commencer, comme j'ai dit au menu, on va commencer avec le modèle mathématique de la puissance critique, expliquer un petit peu de quoi ça s'agit. Ensuite, on va faire un question-réponse, vu que j'ai eu pas mal de questions hier sur Instagram quand j'ai mis la petite story. Donc, je vais passer en revue les questions que j'ai reçues. Et ensuite, on passera en revue mes données sur un petit cas d'étude en utilisant la puissance critique pour faire un suivi des progrès et de la performance. Donc, pour commencer, on va s'attaquer au modèle mathématique de la puissance critique. Je parle pas mal de physiologie, mais c'est super intéressant pour moi le fait qu'un modèle mathématique s'applique à un organisme comme le corps humain. Et donc, pour comprendre cette relation, il faut d'abord comprendre la relation vitesse-durée qui existe dans les organismes vivants. Donc, si on prend par exemple les records du monde en athlétisme et qu'on mettait la vitesse maximale à chaque distance sur un graphique comme celui-ci, eh ben, on a cette relation curvilinéaire qui se dessine. Et ce qui est super intéressant, c'est que c'est des relations de vitesse-durée qu'on retrouve chez les crabes, chez les salamandres et chez les chevaux également. Donc, ce n'est pas que chez les humains et on retrouve ça dans tous les sports, dans tous les sports d'endurance notamment. Donc, c'est une relation qui est extrêmement intéressante. Et donc, de ça découle le concept de la puissance critique. Donc, la puissance critique, c'est quoi? C'est un modèle qui a deux paramètres dont on va parler ici sur ce slide. Mais en gros, si je te disais de faire un effort jusqu'à l'échec à 400 watts, un effort jusqu'à l'échec à 300 watts, un effort jusqu'à l'échec à 350 watts, et qu'on mettait tous ces temps sur un graphique comme celui-ci ici, eh ben, ce que tu verrais, c'est encore une fois cette relation curvilinéaire qui se dessine. Et la puissance critique, c'est décrit comme l'asymptote de cette courbe. Donc, en gros, si cette courbe, elle va tendre vers l'infini et on va avoir cette asymptote qui ici s'appelle donc la puissance critique. Et donc, si on veut, et je vais expliquer ce que veut dire la puissance critique et ce qu'elle représente juste dans le slide suivant, mais c'est donc important de comprendre que la puissance critique, c'est pas, c'est une valeur qui est calculée. Okay, c'est une valeur qui peut être mesurée, comme on le verra juste après, mais donc ça fait partie de ce modèle. Et donc, il y a deux paramètres, comme je l'ai dit avant, il y a la puissance critique et il y a aussi une autre valeur qui s'appelle le W'. Le W' étant en quelque sorte la batterie d'énergie qu'on a, la réserve d'énergie qu'on peut dépenser une fois qu'on dépasse notre puissance critique. Donc, en dessous de la puissance critique, il va y avoir certains paramètres importants au niveau physiologique quand on parle de l'effort, quand on parle de la fatigue, quand on parle de temps à l'échec. Mais une fois qu'on dépasse la puissance critique, là, on commence à utiliser, entre guillemets, notre W'. Il y a un concept parallèle qui s'applique en course à pied qui s'appelle la vitesse critique et le D', D pour distance. Et donc, en gros, voilà, dès que tu dépasses ton seuil critique, tu vas commencer à utiliser cette réserve d'énergie que tu as. Une des raisons pour lesquelles c'est un modèle qui est intéressant, c'est que ça te permet de différencier entre différents types d'athlètes. Deux athlètes qui auraient, par exemple, deux rameurs qui auraient le même temps aux 2000 mètres, mais c'est tout à fait possible qu'un d'entre eux ait une puissance critique qui soit élevée et un W' qui soit un petit peu plus petit, alors que l'autre, c'est le contraire, il a une puissance critique qui est basse avec un W' qui est beaucoup plus important. Donc, ça permet de discerner entre certains profils d'athlètes comme ça, au-delà d'une valeur unique. Et c'est un modèle qui s'applique très bien dans le cadre de manière temporelle entre 2 et 15 minutes en général, ou entre 2 et 20 minutes suivant qui on écoute. Mais c'est vrai que ce n'est pas un modèle qui va être prédictif sur les très courts efforts. Donc, en dessous de 2 minutes, tu ne vas pas avoir des valeurs qui sont précises, simplement parce qu'il y a certains processus physiologiques qui se passent dans ce laps de temps qui vont être au-delà de ce que ce modèle peut prédire. Donc, ce n'est pas un modèle qui fonctionne tout le temps et pour tout et dans toutes les conditions, mais c'est un modèle qui fonctionne très bien dans cet intervalle de temps entre, disons, 2 et 15 ou 20 minutes. Et donc, en utilisant ce modèle, on va pouvoir connaître ces valeurs pour un athlète et les utiliser ensuite
et on décrira ça un petit peu plus en détail juste après. Donc, si on regarde où se trouve le seuil critique sur la distribution d'intensité, si on parle des différents domaines d'intensité, qui sont des domaines qui vont être, eux, délimités par des seuils, ok, donc ça, c'est certainement le sujet d'une présentation à venir. Mais en gros, il y a certains domaines d'intensité. Dans chaque domaine d'intensité, il y a des milieux métaboliques qui sont uniques dans le corps. Donc, si on parle de l'intensité modérée, eh ben, on va avoir notamment une respiration qui est aisée, on va avoir des taux de lactatémie qui sont proches, très proches, voire égaux à ceux du repos. Et on voit aussi là, j'ai noté le HRVT1, donc le Heart Rate Variability Threshold, le seuil de la variabilité cardiaque, qui est aussi un paramètre qui nous permet de définir cette transition entre le domaine modéré et le domaine élevé. Le domaine élevé, on va avoir un petit peu plus de respiration, on va avoir une accumulation progressive du lactate notamment. On va avoir une utilisation un petit peu plus importante du glycogène, des sucres par rapport à l'intensité modérée et on va avoir une fatigue qui est plus liée, là, encore une fois, à la déplétion de glycogène sur le long terme. Par contre, dès qu'on dépasse ce seuil critique, en gros, on va perdre l'équilibre métabolique et se retrouver dans le domaine sévère qui va nous mener vers la VO2 max. Et donc, c'est là où on a ce W', cette réserve d'énergie en dessus du seuil critique qu'on va pouvoir utiliser. Et si on admet pendant un instant ici que l'axe vertical, c'est le temps, eh ben, si on va très haut dans le domaine sévère, on va pouvoir utiliser cette batterie d'énergie, ce W' rapidement, alors que si on va un petit peu moins haut en intensité dans ce domaine sévère, donc un petit peu moins loin du seuil critique, on va pouvoir durer un petit peu plus de temps. Donc, c'est des concepts qui sont assez intéressants à mettre en œuvre. Et donc, le seuil critique, il permet de délimiter le domaine d'intensité élevée et le domaine d'intensité sévère et permettre de connaître la capacité de travail qu'on a en dessus de ce seuil critique. Il n'est pas prédictif de ce qui se passe à la puissance critique. Il n'y a pas moyen de calculer ce qui se passe, et on verra ça dans la question-réponse aussi. À la puissance critique, c'est vraiment cette asymptote de la courbe et c'est cette transition entre l'équilibre métabolique dans le domaine élevé et la perte de l'homéostasie métabolique dans le domaine sévère. Et donc, encore une fois, on va tendre vers VO2 max. Et maintenant, on va avoir 2-3 paramètres physiologiques et comment ils se manifestent en dessus et en dessous du seuil critique. Donc, j'ai parlé d'équilibre métabolique. Ça, c'est des graphiques qui viennent d'une étude de Jones et Al, que je mettrai dans la description, bien sûr. Et on voit concentration de phosphocréatine, on voit le pH, donc l'acidité, et on voit la concentration de phosphate inorganique en dessus et en dessous de la puissance critique. Et en noir, c'est en dessous de la puissance critique, donc dans le domaine élevé. Et le blanc, les points blancs sont au-dessus de la puissance critique et donc dans le domaine sévère. Et on voit très bien dans le premier graphique avec la phosphocréatine, on voit un bon maintien des taux de phosphocréatine quand on est en dessous de ce seuil critique. Par contre, dès qu'on dépasse ce seuil critique, on a une déplétion qui est beaucoup plus accentuée. Et de mémoire, c'était 5 ou 10% de différence en dessus et en dessous de la puissance critique sur ces différents essais. Donc, on voit que même une variation très faible peut mener à des situations, des réactions physiologiques, des réponses physiologiques qui sont très différentes. On voit au niveau du pH aussi, on voit un maintien du pH, même peut-être qui retend vers le haut un petit peu, même en dessous du seuil critique, alors qu'en dessus du seuil critique, eh ben, on a un pH qui tombe, donc une acidité qui monte de manière incontrôlable, on va dire. Et on a une accumulation des phosphates inorganiques dans le graphique du bas, au-dessus de la puissance critique qui tend vers l'infini, si on veut, ou qui ne tend peut-être pas vers l'infini, mais qui ne va pas s'arrêter alors qu'on a un état stable, encore une fois, en dessous de ce seuil critique. Pour regarder un autre paramètre, regardez l'oxymétrie musculaire, pour ceux qui s'intéressent au MOXIE. Ces deux graphiques sortent d'une étude de Brett Kirby. Brett qui a travaillé sur le projet Breaking 2, donc pour essayer de faire en sorte que Eliud Kipchoge puisse passer en dessous des 2 heures au marathon, ce qui avait été fait dans des conditions particulières, dirons-nous. Mais en gros, il avait utilisé le MOXIE dans cette aventure-là, mais il l'utilise aussi dans ses études. Et on voit dans le cadre de l'oxymétrie musculaire, on voit un quadriceps en haut à gauche ici,
pendant une course à pied, si je ne me trompe pas. Et on voit que dans le domaine modéré, donc qui est le domaine vert que je vous avais montré avant, la courbe du haut, on a une augmentation de la saturation d'oxygène et ensuite un maintien, un équilibre. On a une homéostasie aussi qui se trouve au niveau du domaine élevé sur ces triangles à l'envers. Et par contre, sur ces points noirs dans le domaine sévère, on voit qu'on a une chute de l'oxymétrie musculaire rapide et jusqu'à l'échec qui survient assez rapidement. Et on voit la même situation de manière assez intéressante dans l'avant-bras du coureur. On voit donc l'équilibre métabolique en dessous du seuil critique. Et par contre, dès qu'on dépasse ce seuil critique et qu'on passe dans le domaine sévère, on a une perte de l'homéostasie, une perte de l'équilibre et on tend vers soit le max, soit le zéro. Ici, dans ce cas, au muscle, c'est zéro et donc vers l'échec. Comment est-ce qu'on mesure la puissance critique? Donc ça, c'est une chose importante. J'avais parlé sur le graphique de départ sur la puissance critique de faire plusieurs temps à l'échec à des puissances fixes. En général, ils utilisaient 5 à 7 différents tests, ce qui fait que ce n'est pas très pratique comme procédé parce que c'est des tests qui sont pas chouettes, c'est des tests jusqu'à l'échec. Donc, il faut se donner minimum 48 heures entre ces tests si on veut pouvoir être frais pour bien les exécuter, ce qui veut dire que ça prend une dizaine de jours minimum pour exécuter tous ces tests. Maintenant, il y a d'autres manières de trouver la puissance critique et le W'. Une d'entre elles étant le 3-minute all-out test. C'est un test qui dure donc 3 minutes, comme décrit dans le titre, et qui va être fait de manière maximale dès le début. Donc, en gros, c'est pied au plancher, comme on peut le voir par la courbe de puissance ici. C'est pied au plancher et on ne lâche pas et on va droit dans le mur et on continue à avancer et on continue à avancer et on continue à avancer pendant 3 minutes. Je tiens à dire que c'est un test qui est extrêmement difficile physiquement et psychologiquement. C'est un test que la plupart des gens ne pourront pas compléter de manière correcte parce que tu ne peux pas lâcher. Tu ne peux pas lâcher, il faut continuer à pousser, il faut continuer à pousser jusqu'au bout. L'idée, c'est que donc, dans cette période de temps, tu vas en gros utiliser ton W' et donc ce qui veut dire que les 30 secondes de moyenne de puissance sur la fin du test, donc les 30 dernières secondes du test, vont représenter ta puissance critique, étant donné que tu auras été au-dessus de ton seuil critique, que tu auras utilisé l'entièreté de ton W' en à peu près 2 minutes, 2 minutes 30, et qu'ensuite, tu vas te retrouver à ne pouvoir maintenir que, entre guillemets, que ta puissance critique. Et donc là, on voit, si je trace la courbe ici, l'asymptote, ou alors, pardon, l'équivalent des watts de fin de ce test de 3 minutes qui représente la puissance critique. Et on a la surface sous la courbe ici, qui est le W', donc la quantité de travail qui a été effectuée en dessus de ce seuil critique. Encore une fois, ce n'est pas un test qui est fait pour tout le monde, c'est un test qui est fait pour des athlètes confirmés. Et c'est un moyen qui est rapide et simple, entre guillemets, simple en théorie, mais en pratique, encore une fois, c'est un test qui est extrêmement difficile et on ne peut pas relâcher notre effort pendant ces 3 minutes parce que sinon, il y a cet effet de récupération du W' aussi, dont je n'ai pas parlé et dont je ne parlerai pas nécessairement en détail aujourd'hui. Mais en gros, ici, le but, c'est vraiment d'épuiser toutes tes réserves de W' pour manifester ensuite ta puissance critique et pouvoir l'obtenir à la fin de ce test. Donc, si tu ne te donnes pas à fond, tu auras une puissance critique qui sera certainement surestimée, ce qui n'est pas quelque chose qu'on veut, bien sûr. Donc, voilà, réservé aux athlètes confirmés et aux personnes qui savent se faire mal ou se faire du mal sans se faire mal. Il y a d'autres moyens de le faire. Un autre moyen notamment qui est extrêmement intéressant, celui que j'utiliserai dans mon cas d'étude juste après, qui est l'utilisation de 2 tests d'efforts maximaux. Donc, ce n'est pas des tests comme le 3 minutes où on va se mettre pied au plancher dès le début et ensuite on va simplement aller droit dans le mur et continuer à souffrir. Là, dans ce cas-là, il a utilisé Mehdi Kordi, il a utilisé 3 minutes et 12 minutes. Donc, encore une fois, comme je disais, le modèle de puissance critique, il est extrêmement robuste entre 2 et 15 ou 2 et 20 minutes. Donc, tant qu'on choisit 2 temps ou de distances qui ont des temps équivalents à cette fourchette, on va idéalement au bout du spectre de cette fourchette de 2 à 15 minutes, on va pouvoir avoir des résultats qui sont intéressants. À savoir que sur ces tests, c'est ceux que j'ai utilisés pour mon cas d'étude, c'est important d'être familier avec ces tests, notamment le 3 et le 12 minutes. Donc, il faut les faire 1 ou 2 fois en tout cas au début, parce que simplement pour bien comprendre comment exploiter son plein potentiel sur ces temps de travail-là, si on n'a pas d'expérience
avec ses temps de travail de manière spécifique. Par exemple, il me semble que j'avais ajouté 10 à 15% sur mes résultats, simplement en le refaisant 3 ou 4 jours plus tard, parce que j'avais un meilleur pacing, parce que je savais comment aller vraiment jusqu'au bout sur le 3 minutes, je savais comment je pouvais pousser un petit peu plus sur le 12 minutes. Donc, encore une fois, important d'être familier avec ces distances, ces tests, pour avoir des résultats qui tiennent la route. On va passer aux questions-réponses avant de regarder le petit cas d'étude. Donc, première question de Mathieu. Merci Mathieu pour ta question. Ça pourrait être intéressant de regarder l'air sous la courbe sur les deux VO2. Oui, donc j'avais mesuré ma VO2 sur les 2 efforts de 3 minutes que j'avais fait en août et en décembre. Et oui, ce serait intéressant de le faire. Je n'ai pas eu le temps de le faire, donc je vais le faire. Mais en gros, regardez la quantité de travail d'oxygène qui a été utilisé pour fournir cet effort. Et on verra un petit peu plus de détails là-dessus dans le cas d'étude, mais absolument, je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. Il faut que je m'y attelle et il faut que je mette en place les calculs pour ça. Je ne l'ai pas encore fait. Merci Mathieu pour la suggestion. Steven, calculer à partir d'un test 5 et 20 minutes pour ma part et toi. Donc oui, je pense que encore une fois, cette fenêtre de validité, elle se tient encore jusqu'à, il me semble, 20 minutes, idéalement 15, mais ça peut aller jusqu'à 20 minutes. Donc, si tu as un 5 minutes max effort et un 20 minutes max effort, tu peux utiliser ces 2 valeurs pour calculer ta puissance critique. Encore une fois, c'est si on est bien familier avec ces temps de travail. Donc, comme j'ai dit, moi, j'ai utilisé le 3 et le 12, mais je ne vois pas de problème à utiliser un 5 et un 20. Je pense que ça peut se tenir, encore une fois, si on est familier avec les distances, et avec les efforts et qu'on arrive à exploiter son plein potentiel sur ces efforts-là. Quel intérêt de se servir de celle-ci? Dans quel but? Donc, comme je l'ai expliqué avant, Guillaume, la puissance critique, c'est ce qui va délimiter le domaine d'intensité élevé et le domaine d'intensité sévère. Ça va nous permettre de connaître ce point de transition pour ensuite calibrer nos zones de travail en entraînement et de connaître ce W' qui peut te permettre de calculer des temps à l'échec aussi en dessus de ta puissance critique. Donc, j'ai fait un test de 3 et de 12 minutes. Et avec maintenant le modèle de la puissance critique, je peux mettre dans ma petite table Excel, je peux mettre 6 minutes et ça va me sortir exactement les watts théoriques que je peux tenir, qui vont être en général très, très proches de la réalité. Et donc, ça peut me permettre sur un temps de course qui est, encore une fois, dans cet intervalle de confiance, dans cet intervalle de validité, de pouvoir estimer ou de calculer des temps à l'échec. Ça peut permettre on peut aussi utiliser cette valeur de W' pour planifier certains protocoles d'entraînement, surtout tout ce qui est du HIIT. Il y a aussi, comme j'ai dit, cet effet de batterie, cet effet de récupération. En gros, quand tu es en dessus de ta puissance critique, tu utilises ton W'. Quand tu es en dessous de ta puissance critique, tu régénères, tu remplis ton W' à nouveau. Ce n'est pas linéaire, ça veut dire que ça ne marche pas exactement comme une batterie de voiture, si on veut, vu que le corps humain est un peu plus compliqué que ça. Mais ça, c'est des modèles qui sont en train d'être explorés par des gens qui travaillent avec ces modèles au jour le jour avec des athlètes de très haut niveau. Donc, c'est des concepts qui sont très intéressants et qui vont, je pense, se populariser dans les mois et les années qui viennent. Mais donc, voilà, vraiment l'intérêt de la puissance critique, évaluer c'est une évaluation de performance d'une certaine manière parce que tu as ce test de 3 et de 12 minutes et donc ces valeurs ensuite de puissance critique et de W' qui te permettent de quantifier le profil de l'athlète, si tu veux, la performance de l'athlète. Ce deuxième seuil, donc cette délimitation entre les domaines élevés et domaines sévères, et donc planification des entraînements et peut-être même orientation du travail selon les demandes du sport de l'athlète. Si tu as un cycliste sur piste, eh ben, c'est clair que c'est surtout sur les efforts courts, eh ben, tu vas avoir des personnes avec des W' qui sont absolument monstrueux par rapport à un cycliste sur route qui, lui, aura peut-être une puissance critique extrêmement élevée avec un W' un petit peu plus bas, donc qui peut, encore une fois, ce modèle peut permettre d'orienter un petit peu le travail selon le profil souhaité d'un athlète, ou qu'on souhaite d'un athlète. Si on sait qu'il lui manque un petit peu de punch à haute intensité, eh ben, faut peut-être travailler un petit peu plus et chercher une augmentation de ce W', alors que si pour une raison ou une autre il a besoin d'un seuil un petit peu plus haut, eh ben, on sait qu'on peut travailler là-dessus et on sait qu'on peut le requantifier avec ce modèle-là de manière précise.
Test de 3 minutes, valide ou pas? Dans quel cas a-t-il du sens? Très bonne question. Et comme j'en ai parlé un petit peu avant, je pense que c'est valide quand il est très bien fait, c'est-à-dire quand c'est un effort qui est absolument maximal du début à la fin. Donc, il faut une personne qui soit compétente dans ce type d'effort. Pas tout le monde peut se mettre dans le trou pendant 3 minutes et continuer à creuser. Très peu de gens, d'ailleurs, peuvent le faire très, très bien. Donc, il faut être certain de pouvoir le faire bien dès la première fois, sinon tu devras le refaire parce que ton test ne sera pas valide. Et surtout pas pour monsieur et madame tout le monde, surtout pas pour des athlètes même de niveau intermédiaire, je ne le recommanderais pas. Je pense que c'est réservé à des athlètes d'un bon niveau qui se connaissent très, très bien, encore une fois, qui savent se faire du mal sans se faire mal et qui ont vraiment la capacité mentale d'aller chercher ça. C'est un test qui ne dure pas beaucoup de temps et qui te donne beaucoup d'informations. Donc, dans ce sens-là, ça peut être très intéressant, mais encore une fois, pas pour n'importe qui. Hugo, merci à toi. Combien de tests utilises-tu pour déterminer la puissance critique? Donc, comme je l'ai dit, moi, j'en utilise 2. On peut en utiliser plus si on veut. C'est clair que si j'avais d'autres temps sur le vélo, un 6 minutes par exemple, ou un 4000 mètres qui va être à peu près pour moi à l'heure actuelle autour des 7, j'aurais pu utiliser ça également dans le calcul. Donc, on n'est pas obligé de rester sur un 3 et un 12 minutes. Ça peut être un 1000 mètres rameur et puis un 3000 mètres rameur par exemple, si on fait ça sur le rameur. Encore une fois, il faut être très calé au niveau technique. Il faut pouvoir répliquer ses efforts de manière assez consistante. Donc, voilà, si une fois tu vas faire ici, une fois tu vas faire là, une fois tu vas faire là, eh ben, au final, tu n'as pas de régularité dans tes résultats et ça va être difficile d'utiliser ces valeurs-là. Donc, moi, j'en utilise 2. Tu peux en utiliser plus si tu veux. Tu peux en utiliser moins aussi, comme on l'a décrit avec le test de 3 minutes. Ça va vraiment dépendre de comment tu organises ce test au sein de l'entraînement de l'athlète. Un moyen de déterminer time to exhaustion, donc le temps à l'échec, à la puissance critique, valeur intéressante pour le suivi des progrès. C'est une question que j'ai posée à Andrew Jones, qui travaille beaucoup avec la puissance critique, qui m'a dit que, en gros, et j'avais pensé exactement comme toi, Hugo. En fait, il disait, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que, encore une fois, la puissance critique en tant que telle te donne rien comme valeur de prédiction. Hein, ça fait partie c'est l'asymptote de la courbe, ça fait partie du modèle mathématique. Le modèle est prédictif en dessus de la puissance critique parce que tu as cet aspect du W', mais il n'y a pas de, il y a pas de, il n'y a pas de valeur autant à l'échec à la puissance critique même. Donc, apparemment, de son point de vue, ce n'est pas quelque chose qui est intéressant du tout. Et donc, je pense que la puissance critique en elle-même et le W' en lui-même, en plus des performances sur les différents temps, ça, c'est des valeurs qui sont intéressantes pour le suivi des progrès. Mais de refaire un test à la puissance critique pour voir jusqu'où tu vas, semblerait que ce ne soit pas quelque chose de très intéressant. Transférable d'un ergo à l'autre, malheureusement pas, étant donné que les recrutements que tu vas effectuer de tes différents groupes musculaires, la puissance que tu vas pouvoir générer, l'endurance que tu vas pouvoir avoir sur différents types d'ergo, sur un vélo, sur un rameur, sur un skieur, ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, ces valeurs ne sont pas transférables d'un ergo à l'autre. Il te faudra faire le test ou les tests sur les différents ergos, encore une fois, plusieurs fois pour être bien familier avec ces valeurs ou avec ces efforts, pour avoir des valeurs qui soient valables et pour ensuite les utiliser dans le modèle. Et malheureusement, tu ne pourras pas les transférer d'un ergo à l'autre. Barnabé, merci pour ta question. Base training et zones, fréquence cardiaque versus puissance, si on n'a pas de moxie. Très bonne question. Ok, très bonne question. Donc, je pense que l'intérêt de la fréquence cardiaque, c'est que ça te donne une idée de la charge interne. Et donc, il y a des jours où tu auras des fréquences cardiaques qui sont plus hautes, donc qui dénotent une charge interne qui est supérieure. Et donc, si tu te bases sur ta fréquence cardiaque par rapport aux zones, tu seras, entre guillemets, plus précis à l'interne. Et parce que le défaut d'utiliser que la puissance, c'est que voilà, d'un jour à l'autre, tu sais que 10 watts, 20 watts, ça peut faire une grosse différence. Et donc, je pense que même pour aller un petit peu plus loin que ça, donc la fréquence cardiaque, je pense qu'elle est plus intéressante au jour le jour dans le sens où tu as cette quantification de charge interne et tu n'es pas juste fixé sur un rendu externe qui sont les watts ou l'allure. Et donc, ça te permet de peut-être être un petit peu plus juste par rapport à ce que tu cherches à travailler ce jour-là. Mais de manière générale, je pense que il faut être, et pour, on va dire, étendre ce fil de pensée un petit peu, il faut être très flexible, très flexible. Il faut être flexible avec tes zones
au jour le jour, selon ton état de forme et de fatigue. Ça, tu le sais mieux que moi, Barnabé. Et donc, je pense que d'avoir des références de puissance, d'avoir des références de fréquence cardiaque pour ces zones, c'est bien. Mais en plus de ça, il faut être conscient que peut-être qu'un jour, quand tu fais ta zone 2, tu vas être 10, 20, 30 watts en dessous de là où tu es d'habitude parce que tu es juste peut-être très fatigué ce jour-là. Alors qu'un autre jour, tu peux être juste à la limite et tu te sens super bien. Donc, je pense qu'il faut plutôt utiliser la fréquence cardiaque idéalement, tout en gardant en tête que ça va varier d'un jour à l'autre. Et donc, il faut avoir un petit peu de flexibilité et pas voir les zones et les seuils comme étant des valeurs qui sont fixes dans le sable. On va dire, ce n'est pas une ligne qui est fixe, c'est vraiment des zones de transition qui peuvent bouger simplement selon l'environnement externe, selon l'environnement interne, selon ce qui se passe aussi entre les deux oreilles. Donc voilà, deux, trois choses auxquelles il faut penser. On passe ensuite sur le petit cas d'étude. On va regarder mes données. Donc, en août, j'ai fait le 3 minutes et le 12 minutes. Là, je les avais fait sur le même jour. La semaine d'avant, je les avais déjà fait en séparé pour déjà les tester au préalable. Et il me semble, comme j'avais dit, j'avais gagné entre 10 et 20% de watts. En tout cas 10 à 15% sur les deux essais, si je ne me trompe pas. Donc voilà, d'où l'importance d'effectuer ces tests au moins 2 fois au début, voire 3. Ils recommandent 3 dans l'étude pour avoir des valeurs qui se tiennent et qui sont représentatives de ta performance maximale sur ces temps d'effort-là. Donc voilà, 364 watts sur 3 minutes et 284 watts sur 12 minutes. Donc ça, c'était ma petite courbe de VO2 pendant le test de l'effort de 3 minutes. Donc j'étais monté aux alentours de 56 millilitres par kilo par minute, fréquence cardiaque max à peu près 180. Et donc, si on rentre ces données dans ma petite tabelle de calcul, pour ceux qui sont intéressés, dites-moi dans les commentaires et je ferai une vidéo sur la fiche de calcul de puissance critique. Et donc là, on voit qu'en août, j'étais à 364 et 284 sur les deux temps et ça me donne une puissance critique calculée de 257 watts et un W' de 19 kJ. 1 joule étant 1 watt pendant une seconde et donc 19 000 joules ici que j'ai à disposition entre guillemets une fois que je dépasse ma puissance critique. Ensuite, les entraînements que j'ai faits depuis août, donc je les ai tous listés ici. La grande majorité sur le vélo. J'ai fait un petit peu de ski. J'ai recommencé à faire un tout petit peu de rameur récemment, mais ça ne rentre vraiment pas dans le cadre de ces entraînements-là. Donc là, c'est vraiment bike erg depuis août jusqu'à maintenant. Et si on regarde en moyenne, j'ai fait à peu près de 2 à 3 séances de basse intensité par semaine, entre 40 et 70 minutes, en dessous de mon premier seuil. J'ai fait une petite revue des séances. J'avais commencé en août autour des 140-150 watts comme valeur cible. Encore une fois, pour revenir, Barnabé, à ta question d'avant, avec un plus ou moins 10 watts selon mon état de forme. Si je me sentais vraiment pas top ce jour-là, je baissais un petit peu. Si je me sentais bien, je montais un petit peu. Et voilà, temps de travail entre 40 et 70 minutes en moyenne. Et ensuite, je faisais vraiment très peu de haute intensité. J'ai fait peut-être deux entraînements de haute intensité par mois, si ce n'est une par mois. Honnêtement, je n'ai vraiment pas fait beaucoup de haute intensité. J'avais énormément de travail pendant cet intervalle de temps, donc entre août et décembre. Et donc, je n'ai pas eu beaucoup de temps à dédier à l'entraînement. Donc, c'est vraiment du maintien. Et puis, à dire aussi que je partais d'une période avant ça où je m'entraînais très, très peu, voire quasi pas du tout à cause de ma blessure au dos et pour d'autres raisons également. Mais en gros, donc j'ai repris sérieusement cet été. J'ai fait ces tests en août et là, j'ai fait voilà, entre 2 et 4 séances semaine depuis août. Et donc, on va voir maintenant les progrès que j'ai pu effectuer. Donc, ça, c'est les tests que j'ai effectués la semaine dernière. Un 12 minutes où je suis monté à 311 watts et un 3 minutes où je suis monté à 401 watts. Donc, très, très content avec ces résultats. Étant donné que j'ai fait encore une fois très très peu de haute intensité, les 2 ou 3 séances, je me rappelle même celle que j'ai fait un 30 minutes où je me suis pas mis à fond, mais c'était un bon 9 sur 10. J'ai fait une ou deux séances de 30-15, donc d'intervalle de VO2 max. J'avais fait encore une ou deux autres séances un petit peu difficiles sur le vélo, mais honnêtement, très, très peu de travail de haute intensité. J'avais fait 2-3 tests intermittents par palier, comme je fais pour mes profilages. Je l'avais fait sur moi aussi, mais donc très, très peu de travail dédié à haute intensité. Et malgré ça, donc des résultats qui augmentent avec tout le travail de zone 2 qui paye, Team Zone 2 pour ceux qui
qui suivent un petit peu. Donc, c'est super intéressant de voir que même à des watts assez élevés, eh ben, le travail de base, il pousse vraiment. Encore une fois, on prend le contexte de mon niveau qui n'en est pas un à l'heure actuelle, où j'ai commencé de quasiment rien du tout. Donc, c'est clair que d'ajouter quelque chose, ça va apporter des améliorations. Mais quoi qu'il arrive, je pense que même avec ça, se dire que 2 ou 3 séances semaine de basse intensité, avec un tout petit peu de haute intensité, ça peut mener à des résultats, à des progrès qui sont assez intéressants. Là, on voit les deux courbes de VO2 max ou de VO2 pardon, pendant ces tests-là. Donc, fréquence cardiaque max équivalente, VO2 pic équivalente aussi, 57, 55,7 sur le dernier. Donc, en gros, je suis arrivé. Et c'est là où, je ne me rappelle plus de ton prénom, désolé, la première question du Q&A, c'était la surface sous la courbe. Donc, regardez la surface sous cette courbe bleue durant ces deux efforts. Oui, ce serait intéressant. Il faut que je m'y attelle quand j'aurai le temps. Et donc, voir la quantité de travail qui a été effectuée. Mais quoi qu'il arrive, j'ai produit un effort qui était supérieur tout en utilisant ou en arrivant à la même VO2 max ou la même VO2 pic, pour être un petit peu plus précis. Donc, ça, c'est intéressant à regarder aussi. Donc, charge interne. Ici, donc, au niveau des progrès, donc je suis passé de 364 watts à 401 watts sur les 3 minutes et de 284 à 311 sur le 12 minutes, ce qui me monte ma puissance critique de 257 à 281 watts et un W' de 19 à 22 kJ. Donc, environ 10% d'amélioration sur tous les paramètres, même un petit peu plus sur le W'. Mais donc, super intéressant de voir qu'avec principalement de la basse intensité, en partant d'un niveau assez bas ou un niveau d'activité, on va dire, qui était assez bas, on arrive à avoir des progrès qui sont quand même assez conséquents. 10%, alors voilà, c'est que sur 4 mois, ça prend du temps. Mais en même temps, je ne suis pas pressé, donc ça se passe assez bien. Voilà, 10%, ça fait plaisir. Maintenant, c'est à ton tour, c'est à toi de jouer. Donc, déjà, si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire sous cette vidéo. Est-ce que toi, tu vas faire ta zone 2? Ça semble être un sujet qui revient dans pas mal de stories, les gens qui peut-être n'en faisaient pas avant et qui se rendent compte que ça peut être intéressant pour leur performance, pour leur santé même, au grand minimum. Donc, je me réjouis d'entendre tes commentaires là-dessus, ce que tu penses mettre en place. Si tu vas tester ces protocoles, n'hésite pas à me faire un retour dans les commentaires aussi sur comment ça se passe, comment tu as trouvé l'expérience et les résultats que tu en as tirés, si c'était concordant avec les autres informations que tu avais sur toi. Je pense notamment que ce concept de puissance critique, il peut facilement être allié à un test par palier avec la HRV pour ceux qui ont une ceinture de fréquence cardiaque. Et donc, tu auras ta puissance critique, tu auras ton premier seuil avec la variabilité cardiaque que j'ai détaillé dans une autre vidéo. D'ailleurs, on va checker ça. Et ça te permet d'avoir donc tes domaines d'intensité et donc par extension tes zones de travail et de pouvoir calibrer tes entraînements proprement. Je pense que c'est au grand minimum ce qu'on souhaite à tout le monde. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'oublie pas de liker la vidéo, n'oublie pas de la partager. Abonne-toi, c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis, comme on dit. Donc, merci encore. Je me réjouis de lire tes commentaires et je te dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.